Tchad, Pays-Bas, Suisse, États-Unis, c'est le circuit du numéro du jour de votre émission Ils ont dit. Ils, ce sont les dirigeants et autres personnalités qui prennent position sur divers sujets dans le monde. Nous revenons sur le propos, nous choisissons 4 ou 5, c'est selon, toutes les semaines pour les commenter. C'est juste cela le sens de cette émission. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous, chers invités. Bonjour à vous, Adrien. Bonjour, amis téléspectateurs. Adrien Moussou est journaliste. Il est le promoteur et directeur de publication du journal L'Échiquier. C'est un quotidien. Oui. Jacques Bocco, lui, il est le rédacteur en chef de notre quotidien, c'est Matin Libre. Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur Kassa, et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Direction le Tchad pour le tout premier extrait du jour. Nous lançons un appel pressant à tous nos partenaires afin de nous permettre de réaliser nos programmes de développement. C'est Idriss Déby, président du Tchad, qui a parlé il y a quelques jours en début de semaine. Jacques, vous l'avez suivi, appel est fait à la mère patrie comme d'habitude? Oui, appel fait à la mère patrie et à d'autres partenaires. On peut dire que c'est quand même fondé. Lorsqu'on parle d'œuvres de développement, lorsqu'on parle de programmes ou de projets de développement, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, de la conception jusqu'à la réalisation de ces projets. Surtout avec le contexte qui est aujourd'hui le nôtre, avec la situation de Covid, ce que les autres États aussi vivent, les pays développés. On peut dire que Idriss Déby n'a pas tout faux. On peut demander à avoir de l'aide, mais encore faudrait-il que ces aides soient bien gérées. Et c'est ça le nœud du problème. Le besoin est réel, Jacques. Le besoin est réel, mais on peut se poser des questions. Jusqu'à quand l'Afrique continuera de tendre la main? Jusqu'à quand cessera-t-elle de vivre, disons, aux dépens des autres nations? Parce que de quoi s'agit-il ici? Il s'agit de faire un redéploiement de l'armée ou des armées nationales des pays concernés par le G5, qui doivent prendre le relais de ce que la France a fait jusque-là en matière de sécurité au niveau de la zone des 3 frontières, notamment le Niger, Burkina, le Mali. Mais il se fait que nos armées nationales sont sous-effectifs, ne sont pas suffisamment équipées, et de ce fait, ils lancent un appel à la France. Mais Monsieur Kassa, si par exemple l'argent qui va du côté de la corruption, du côté des détournements, dans la malgouvernance, si par exemple on serrait la ceinture de ce côté-là, est-ce que tout le temps on serait là à lancer un appel aux partenaires, notamment à la France? Donc c'est ma préoccupation par rapport à cette déclaration du président Déby. Oui, la situation socio-économique des États africains demande qu'on leur vienne en aide, mais en amont, reconnaissons qu'il y a des problèmes chez nous aussi. Adrien, il dit que c'est un problème de développement, surtout cela, parce que les jeunes sont exposés, ils sont vulnérables, ce sont eux qu'on recrute. Prétexte. Allons-y. Prétexte, le maréchal. Le bon motif, c'est quoi? Le maréchal du côté de N'Djamena s'essouffle, parce qu'il nous a été dit qu'au nom de la stabilité, au nom d'une stratégie géopolitique, qu'il a toutes choses à faire et que son départ provoquerait des zones de choc à une autre pareille, et que pour la stabilité, de quelle stabilité parle-t-on? Pour qu'au nom de la stabilité, il puisse être maintenu au pouvoir. Mais non, le G5 Sahel, je ne veux pas être dans un mauvais augure, vous comprenez bien que c'est de cela qu'il s'agit. C'est au détour de ce sommeil qu'il a eu à dire ça. On veut mettre
la jeunesse en avant, on veut prendre la jeunesse comme prétexte, mais non, rien n'en est. Parce que cette belle patrie, la France, à qui on fait appel, mais la France intervient déjà par des structures, par d'autres canaux, dans le processus de développement, de ces pays-là. Mais non, qu'il vienne dire ici, en fait, Jacques a abordé un pan de la question. Les armées des pays membres du G5 Sahel, est-ce qu'elles ont les effectifs? Est-ce qu'elles ont les équipements nécessaires et les capacités pour faire face aux djihadistes? C'est de ça qu'il est question. Ne tournons pas autour du pot. Et visiblement, à décrypter cet extrait du maréchal Déby, vous comprenez bien qu'il est en train d'être en panne de solutions. Parce qu'on dit qu'il va au front, que c'est lui qui permet de combattre. Dans la zone, il est le meilleur. Ah, le meilleur. En tout cas, pour ceux-là. Mais alors qu'il continue d'être le meilleur, là, il réclame des moyens. Mais vous comprenez bien, après, vous parlerez de souveraineté. Bon. Donc, non, il ne me convainc pas personnellement. Il n'a qu'à tranquillement demander à la France et aux autres puissances occidentales qui veulent bien aider les pays membres du G5 Sahel à contrer le terrorisme et le djihadisme dans ces régions-là menacées aujourd'hui en Afrique, là, ils n'ont qu'à gentiment leur demander le soutien. Parce que, à croire que certaines puissances hésitent également à mettre les moyens, à se demander si véritablement ces moyens déjà mis à disposition sont utilisés judicieusement. C'est de ça qu'il est également question. Leur demandera-t-on un jour de faire le point ou à mi-parcours? Fera-t-on le point pour savoir véritablement, faire une sorte d'évaluation pour savoir comment ça a pu être géré? Je ne veux pas croire que le terrorisme ou la lutte contre les djihadistes soit tout prétexte pour des enrichissements illicites, sur mon regard. Ah, vous voyez ça aussi, Jacques? Oui, mais on ne peut pas l'exclure parce que dans la zone dont il s'agit, c'est depuis au moins 8 ans que la France, l'Union européenne et bien d'autres partenaires sont présents dans cette zone. Ils contribuent, ces partenaires, à la formation de ces armées nationales, à l'équipement. On ne finit pas de vous former. On ne finit pas de nous former, on ne finit pas de nous équiper. Et vous voyez, et parallèlement, il y a d'autres aides qui viennent pour d'autres œuvres de développement. Donc, ça fait plusieurs fronts à la fois. Et depuis au moins 8 ans, les pays dont il s'agit n'ont pas su prendre le relais. Vous voyez, et puis là où la France est aujourd'hui, la France même est sous pression, chez elle. Parce que on demande, mais c'est quoi le but? C'est pas chez nous, là. Ce n'est pas chez nous. Mais nos frères vont mourir. Non, absolument. Il y a déjà au moins 50 morts des Français qui ont laissé leur peau dans cette histoire. Et financièrement, la France déploie de l'argent. Donc, il n'y a que la France même, elle est débordée et on se demande si la France pourra aider véritablement ou pourra répondre efficacement à l'appel de Idriss Déby. Oui, on va leur envoyer de l'argent pour prendre le relais, mais est-ce que nous sommes prêts? En matière d'effectifs, ça pose problème. En matière d'équipement, les investissements iront où? Pour quels résultats? Justement, parce que parfois, on combat des gens qu'on ne voit même pas, on est présent, et pourtant, il y a des attentats qui se produisent avec des centaines de morts. Donc, vraiment, il va falloir que nos dirigeants aussi jouent leur partition à un moment donné, en optant d'abord pour la bonne gouvernance. Je l'ai toujours dit ici, pour une élection qui coûte par exemple 40 milliards, une élection dont on connaît l'issue, 40 milliards, je pense que c'est beaucoup d'investissement. On peut, avec cet argent, équiper toute une armée. Même si ce n'est pas sur 10 ans, 20 ans, on peut quand même avoir un résultat, même si c'est sur 5 ans. Donc, il faut que nos dirigeants apprennent à se prendre aussi en charge et d'abord à bien gérer le peu de ressources que nous avons, parce qu'on ne le sent pas. Il y a plus de corruption, il y a plus d'actes de détournement que d'action vraiment. Et puis, à un moment donné, ces pays à qui on tend la main vont se fatiguer, parce que vous voyez, avec la situation de Corona aujourd'hui, ce sera plus compliqué
les aides au développement. Et pourtant, Macron dit, je reste encore un peu. Adrien. Justement, vous savez que du côté de Paris, l'on pense déjà non seulement un second mandat, ben il faut également Ça passe par là? Ah ouais, quelque part. Ça passe par les Sahel. Ah oui, c'est aussi stratégique en fait. C'est aussi stratégique. Le Sahel échappe à Paris. Macron pourrait également en pâtir sur bien des plans. Vous comprenez tout ça? C'est à mettre dans des considérations que forcément le premier venu ne saurait maîtriser. Ah oui, là il faut savoir déplacer les pions. Il faut savoir déplacer les pions pour qu'à l'arrivée, on puisse véritablement avoir gain de cause. C'est de ça qu'il est question parce que 2022, ce n'est plus loin. C'est l'année prochaine déjà. Et à Paris déjà, on pense déjà au second mandat. On pense à l'échéance. Et cette échéance, c'est un virage à négocier avec toute la circonspection requise. En cela que le deuxième mandat ne ressemblera pas forcément au premier mandat du point de vue des stratégies mises en place en son temps pour avoir le premier mandat. En fait, oui, parce que... Paris va se retirer. Non, mais pardon. Paris va se retirer, vous Non, voulez dire? cela dépendra. Cela dépendra. C'est-à-dire que tout est jouable, mais attention, et désormais, Macron devra aller avec un peu de circonspection, vous comprenez bien. Et là également, Jacques l'a relevé tantôt, ce n'est pas évident, ou ce n'est plus évident, que la France seule puisse continuer de financer les pays membres du G5 Sahel par rapport au djihadisme. Vous comprenez bien, parce que désormais, le phénomène prend tellement d'envergure, d'ampleur, qu'à se demander si Paris seul pourra véritablement faire face aux enjeux. D'où déjà l'appel à d'autres puissances, puissances occidentales, pour venir à la rescousse. Parce qu'à y prendre garde, à Paris pouvait également s'essouffler. Et s'il n'y avait pas autre puissance qui vienne à la rescousse, vous comprenez bien que les pays membres du G5 Sahel pourraient être abandonnés à leur triste sort. Paris est boudé à Bamako, par exemple, au Mali, boudé sur le sol français. Alors, et français, et maliens, et africains, tout ça là, et on se dit, mais pourtant j'y vais. C'est pourquoi on est dans des calculs. On se dit, mais nous sommes renvoyés en Afrique, on nous demande d'aller chez nous. On donne des échéances, on rassure. Oui, nous allons nous retirer. Vous allez prendre le relais. Mais est-ce que le mal n'est pas aussi chez nous? Oui, prendre le relais, mais à quel prix? Est-ce que nous pouvons véritablement affronter ces djihadistes? De l'autre côté, également, il y a forcément des questions d'intérêt, parce que si Paris se retirait aussi facilement et que peut-être d'autres puissances prenaient le relais... D'autres guettent déjà. D'autres pourraient guetter. Mais M. Kassa, ce n'est pas exclu. Il y a bouffé là, comme on dit vulgairement là. Qui nous dit qu'il n'y a pas peut-être... qu'on ne profite pas pour faire du trafic d'armes, pour contrôler certains territoires, pour écouler des marchandises. L'Afrique, c'est, comme le disent bon nombre d'acteurs, c'est le continent de l'avenir. Donc, personne n'a intérêt à laisser de côté ce territoire, ce continent. Que ce soit la Chine, les États-Unis, on s'emploie chaque jour à investir l'Afrique. Donc la France, oui, va partir, mais avec beaucoup de calculs, parce que c'est quand même beaucoup de richesses également. Le pétrole, il y a tellement d'enjeux sur la table que se retirer ne sera pas aussi facile. Même si on se retire, ça peut être peut-être... à 80%, mais on va continuer de tenir les 20% restants. Et oui, nous quittons le G5 pour l'OMC. L'OMC qui est une nouvelle patronne depuis quelques jours. Elle a parlé, aussitôt nommée. Elle a dit quoi? Il est clair pour moi, c'est Ngozi Okonjo-Iweala qui parle, il est clair pour moi que des réformes profondes et de grande envergure sont nécessaires. On ne peut pas continuer comme avant. A-t-elle raison de le dire, Adrien? Et à juste titre. D'abord, félicitations à cette Africaine-là qui a été portée à la tête de l'OMC. Parce qu'au départ, ce n'était pas gagné d'avance. C'est vrai que le prédécesseur de Joe Biden faisait carrément campagne pour que ce soit quelqu'un d'autre qui soit porté à la tête de l'OMC. Bon, à quelque chose, malheur est bon, dira-t-on.
il n'a pas été réélu, ce prédécesseur de Joe Biden là. Bon, Joe Biden est arrivé, bon, les choses se sont un peu précipitées, il n'y a plus d'éclaircies à l'horizon. L'Africaine, la Nigériane, pour ne pas la nommer, a été... Nommée, disons. Oui, pratiquement. Nommée. Mais elle a les compétences et les qualités pour. Et elle ne fait qu'annoncer les couleurs. Avec cette déclaration, oui, elle annonce les couleurs là, qui indiquent qu'il est clair que des réformes profondes et de grande envergure soient nécessaires. Tout de suite, elle est dit. Oui, il faut. Elle sait où elle va. Justement, oui, quand même. Elle a l'expérience et l'expertise requise pour lui dire ce n'est pas n'importe qui, quand même, qui passe 25 ans à l'international dans des structures les plus huppées au plan mondial. Donc, elle connaît bien les arcades. Vous comprenez bien, on n'a pas besoin forcément, elle n'a pas besoin forcément d'être experte en commerce international. Parce que, bon, elle a eu à gérer les finances, du domaine de la banque, les finances, quand même, il faut dire que l'expérience acquise dans ces secteurs-là est vraiment un atout pour qu'elle puisse véritablement indiquer la direction à suivre pour impulser la nouvelle dynamique qu'il faut à l'OMC. Et en fait, des dynamiques nouvelles, il en faut. Des premiers propos qui vous rassurent, Jacques? Oui, ça me rassure quelque peu. D'abord, laissez-moi exprimer ma fierté de voir une Africaine diriger l'Organisation mondiale du commerce. C'est pas donné. Monsieur Amoussou l'a dit tantôt, elle a le profil, elle a l'étoffe pour le job. Mais ça me rappelle la déclaration de l'émission précédente, la déclaration de Moussa Faki, qui, en tant que président de la commission de l'Union africaine, a décliné tout de suite, disons, ses premières ambitions, c'est-à-dire faire crépiter moins les armes. On a dit que c'est bien noble, mais de quels moyens dispose-t-il? On parlait de Faki. Maintenant, transposons la même question vers l'OMC. C'est bien beau de le dire. Moi, j'aurais aimé que, oui, l'Afrique vraiment ait son mot à dire au niveau de cette organisation, qu'on traite mieux désormais les produits africains à l'international, qu'on ouvre certains marchés, qu'on facilite certaines choses à l'Afrique. Mais de quels moyens dispose-t-elle? Puisque, à ce poste, ce ne sera plus la voix du Nigeria qu'elle représente, et ce sera moins aussi la voix de l'Afrique, parce qu'il y a d'autres puissances comme les États-Unis qui ont souvent leur regard sur ces organismes, qu'il serait difficile à un Africain, à une Africaine, de faire passer sa seule voix, sa seule vision. C'est vrai, je l'ai dit, vouloir ses pouvoirs, mais ici, même en tant que cadre international, de quel coudée dispose-t-elle pour faire dérouler aussi facilement son programme d'action? C'est là toute la problématique, M. Kassa. Adrien, beaucoup reprochent à Bouhari de n'avoir pas assez soutenu sa candidate. Bon, qu'à cela ne tienne, l'essentiel est qu'in fine, nous constatons qu'elle a été... Ah, finalement, elle se dit c'est bon. Pardon? Quand le lit, finalement, là, la dame sort... Oui, mais... il s'en félicite. Vous savez bien que... Vous n'avez rien fait, ou s'il peut faire. Mais la victoire n'est jamais orpheline. Vous comprenez bien. Bon, et quelque part, c'est bon. Même. La mille paires. Oui, c'est bon pour le moral. Mais revenons à sa déclaration. Plus qu'une déclaration ou un programme ou une intention, c'est d'un défi qu'il s'agit. Défi pour elle-même et défi pour le continent africain. Parce que Jacques l'évoquait tantôt. Les transactions. De quel coup de France dispose-t-elle? Mais il s'agira alors de rendre plus compétitifs nos produits sur le continent africain. C'est un défi, en fait. Ça dit une prise de conscience des pays africains. Si vous tenez, parce que il ne à rien de dire que désormais, nous avons une compatriote là-bas, nous avons une représentante de l'Afrique. Non, c'est fini. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme sous le tropique. On a tout fait du procès à des rafistolages, et puis on dit oui, c'est une soeur qui est là, une compatriote qui est là, une cousine qui est là, une tante qui est là, donc ça va passer. Ficelez le dossier, non. Justement, nous devons nous prendre au sérieux en Afrique et pour que nos produits soient compétitifs sur le marché international. La qualité de nos produits, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. De sorte que ces produits puissent et concurrencer valablement les produits des autres pays européens, américains, pourquoi pas. Et ainsi, dans la balance, nos produits pèseront également. C'est ça
qui pourrait quand même renforcer les actions de la nouvelle directrice générale de l'OMC. Mais ça dépendra aussi de la politique au niveau État, au niveau de chaque État. Parce que moi, j'ai vu, comment il s'appelle, l'ancien président, ou le désormais ex-président américain, Donald Trump, qui, à un moment donné, a tapé du poing sur la table. Je ne dis pas forcément que c'est un modèle, que c'est un exemple à suivre, mais il a osé quitter au moins l'OMS quand la situation de Covid a commencé. Mais si je fais un rapprochement avec le cas Covid, avec ce que Madagascar a découvert comme médicament, mais comment avons-nous soutenu ce produit, par exemple? Même si il y a quelques petits problèmes autour, mais comment les Africains également ont porté ce produit? Si Ngozi doit faire quelque chose à l'international, il faudrait aussi que chez nous, nous ayons ce regard sur nos produits, je suis d'accord, et il faut réellement que l'Union africaine se mette en branle pour véritablement la compétitivité de ces produits, parce que moi je ne vois pas ça encore, surtout pour le cas de Madagascar, surtout pour quelqu'un comme notre compatriote, je ne fais pas de la pub, monsieur Agon, dont le produit a été tantôt, on dit que ça a été accepté, ça a été testé au Burkina. Qu'est-ce qu'on a fait autour de ces produits? Moi je pense que le verre est dans le fruit. Il va falloir que les Africains aussi, comme l'a dit M. Amossou, travaillent véritablement à gagner la confiance de ces dirigeants à l'international. Elle dit, Adrien, c'est à la fois excitant et intimidant parce que je prends les rênes de l'OMC à un moment de grandes incertitudes et de défis. Justement, non seulement... Vous savez que... Pourquoi c'est intimidant? Oui, intimidant en ce sens que... Elle sait bien qu'elle n'est pas arrivée à ce poste-là aussi facilement qu'on aurait pu le voir. Même si, à la dernière minute, on s'est entendu. Et justement, c'est dans cette entente qu'il y a les détails à voir. Parce que, n'oublions pas, les pressions vont advenir. Sûr. Ah, sûr. Il y aura des pressions. Il aura suffi qu'elle prenne position pour par rapport à telle situation, que ceux-là qui se sentiront lésés ne veulent plus l'écouter. Vous comprenez bien? Et puis, des micmacs, il ne faut pas également négliger tous ces aspects. C'est tout un ensemble. Parce que c'est vrai, elle est à la tête de l'OMC, où on parle commerce. A priori, mais attention, il n'est pas dit qu'il n'y a pas des enjeux stratégiques également autour. Et vous savez que ces choses-là, quand même, sont parfois influencées par des décisions parfois politiques, on vous dira. Et oui, intimidant. C'est ça, c'est ce qu'il faut voir. Parce que, se peut-il qu'elle veuille prendre une option donnée? Et pour elle, selon sa conception, les choses, c'est l'option-là qui lui paraît la meilleure. Mais, attention, il ne faudrait pas qu'elle gêne alors des intérêts en prenant certaines options. Également un autre défi. Donc, vous comprenez bien que je ne dis pas encore quel est où se rentre le marteau et l'enclume. Mais à des moments donnés, cela c'est comme si c'était. Jacques ne perd pas le temps, se donne 100 jours pour avoir des résultats. 3 points. Il dit, au bout de 100 jours, il faut que j'ai des résultats. Une réponse à la pandémie, une réponse aux subventions à la pêche et régler les défaillances du bras juridique de mon institution. Ah oui, parce que pendant longtemps, ou depuis quelques années, il faut dire que l'institution dont elle prend les rênes aujourd'hui n'arrive plus à véritablement jouer la mission qui est la sienne. Et je pense qu'elle prend la mesure de la situation. C'est bien beau de déjà se donner un agenda fixe et se dire que oui, dans 100 jours, je serai évalué. Certainement qu'elle va s'y mettre avec les moyens de bord. Je suis sûr qu'elle est arrivée dans un marigot où il y a tellement de crocodiles et de caïmans qu'elle va davantage faire attention parce que M. Amossou l'a dit, on parle commerce là, on parle de produits, on parle de transactions. Et derrière, il y a forcément des réseaux
d'intérêts des intérêts, colossaux. oui, des intérêts, peut-être des produits à imposer à l'Afrique. Est-ce qu'elle seule, elle pourra dire non, je voudrais que ça soit forcément comme ceci, comme cela, avec tous ces réseaux, avec tous ces lobbies, une voix de femme, c'est vrai, elle n'est pas arrivée là parce qu'elle n'a pas le mérite. Non, elle a le mérite, mais de quel pouvoir dispose-t-elle pour agir sur certains leviers et obtenir les résultats déjà à partir de la feuille de route qu'elle décline si bien déjà. Bon, je pense que là, on va attendre les 100 jours pour l'évaluer et faire, pourquoi pas, d'autres projections après ces 100 jours. Et moi, je vais lui souhaiter un mandat à succès, avec beaucoup de réalisations, et qu'elle marque davantage cette OMC qui, pour moi, est un peu moribonde là. Elle se donne 100 jours, Adrien. Oui, femme de défi. Femme de défi. Je ne pense pas qu'elle parle en l'air. Et surtout, une femme de poigne. Comme l'a dit Jacques, à l'aune des résultats qu'elle obtiendra, au terme des 100 jours, nous apprécierons. Mais toujours est-il qu'elle a conscience de ce que tous les regards sont tournés. Qu'elle n'est pas venue s'amuser. Justement, c'est dit que déjà, en amont, elle a dû déjà poser des diagnostics et faire certains constats. Et qui lui ont permis déjà de décliner tout ce qu'elle dit là. Donc nous patientons, au terme de 100 jours, nous évaluerons, nous apprécierons. Et elle peut quelque chose de la pandémie, Jacques? Bon, pourquoi pas? Je le disais tantôt, c'est déjà de commencer à faire l'état des lieux par rapport c'est un gros morceau, ça. Oui, c'est ça. Ne nous leurrons pas, c'est un gros morceau. Parce que chaque État l'a vécu à sa manière, cette pandémie. Et chaque État s'y est mis en fonction de ses moyens. J'ai parlé tantôt de découvertes qu'on a faites ici et là. C'est à elle de savoir concilier tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement arriver à bout de cette pandémie, pour gérer autrement. On n'a pas besoin de s'aligner ou de nous aligner sur ce que font les Occidentaux. On peut gérer à notre façon cette crise. Et c'est pourquoi moi, par rapport à cette affaire de vaccin, j'ai toujours mis de bémol. J'ai foi ou j'ai l'intime conviction que on peut faire quelque chose sur le continent africain et surprendre le monde, même si, c'est vrai, c'est une question d'intérêt, c'est une question de lobby, c'est une question de diplomatie, de stratégie à déployer. Je pense que déjà, si elle a la volonté, elle peut quelque chose. Souhaitons qu'elle prenne véritablement à bras-le-corps cette bataille contre la Covid, parce que c'est ça aussi qui est la préoccupation de l'heure. C'est ça qui prédomine maintenant dans beaucoup d'États sur d'autres sujets même de développement. Si déjà elle peut arriver à faire quelque chose, on va lui dire bravo au thème des 100 jours. De toute façon, on va évaluer pour voir ce qu'elle a pu faire au thème des 100 jours qu'elle s'est fixée. Et nous sommes maintenant à la CPI, oui, avec une femme arrive à l'OMC et une autre s'en va, plutôt du côté de la Cour pénale internationale, le procureur s'en va. Alors, elle dit quoi? Il est primordial de se tenir à l'écart de toute considération politique et de n'être guidé que par le droit. La crédibilité de la Cour en dépend. C'est Fatou Bensouda qui a parlé. C'est un très bon conseil, peut-on dire, Adrien? Oui, un très bon conseil, je dirais plutôt un rappel. C'est vrai, c'est un rappel parce que ce qu'elle dit là vaut pour tous les juristes, vaut pour tous ceux-là qui sont installés dans des institutions chargées de dire le droit, de faire respecter le droit, de faire observer le droit, quel que soit le pays auquel on appartient. Ce qu'elle dit là, cela vaut. Parce que le constat est qu'une fois entré en fonction, vous voyez ces hauts juristes, parce que c'est le lexique par lequel on nous permet de les appeler, des hauts juristes, mais rendre certaines décisions qui vous font retourner des décennies en arrière sur les bancs des facs ou des amphis, à vous demander si ce sont ces professeurs-là, ce sont ceux-là qui vous ont inculqué telle notion, les notions de base
en sciences juridiques. Du premier trimestre de l'année. Juste ça. Juste ça, hein. Vous les voyez. Ces professeurs-là qui dit-on UP, dans ces différentes matières, dans ces différentes disciplines, surtout le droit là, ils vont dire carrément le droit autrement. Le droit, selon eux, leur propre conviction du moment, mais des convictions, ce ne sont pas des intérêts inavoués, pour ne pas dire égoïstes. Donc elle fait bien de le rappeler maintenant. La fameuse CPI. C'est vrai que ce n'est pas un complexe d'infériorité, mais avons souvent constaté que, la plupart du temps, ce sont les Africains qu'on y envoie. La plupart du temps. Comprenez bien. Le nouveau, son successeur devra faire l'effort. C'est vrai que laisser les Africains de s'occuper de... Non, pas forcément, mais il faut qu'il fasse l'effort, non seulement en demeurant dans la stricte observance de ces conseils-là que lui prodigue son successeur, mais également pour que lorsqu'il s'agira de juger ou de se prononcer par rapport à des faits graves, reprochés à des personnalités venues d'autres continents, suivez mon regard, que le droit soit le même pour tous. Et non, il ne faudrait pas que le droit soit dit à la tête du client ou non, et selon la couleur de la peau. Que pensez-vous de ce conseil, Jacques? Non, d'abord, celle qui parle, elle est bien placée pour le dire, parce que durant près de 10 ans, elle a subi beaucoup de pression, beaucoup de critiques. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Sa gestion, Bensouda en sait quelque chose. Imaginez, M. Kassa, on vous présente un gros client ou de gros clients. Vous devez gérer des chefs d'État qui ont mal gouverné sous la pression peut-être de puissances étrangères, ou bien c'est peut-être un dossier, parce que vous voyez, bientôt il y aura le dossier des États-Unis en Afghanistan. Vous voulez gérer un dossier du genre, c'est beaucoup de pression sur les épaules. Je pense que Bensouda a bien fait de donner ces conseils-là à son successeur. Maintenant, chacun vient jouer sa partition, mais je suis également pour qu'on suive les tests. C'est vrai, normalement, c'est du « tu m'as nommé » ou bien « tu m'as aidé à occuper le fauteuil, mais je ne te reconnais plus ». Le Britannique qui la remplace désormais, lui, c'est même un cas, disons, atypique, parce que de façon légitime, il a l'étoffe, parce que c'est à la faveur d'une élection qu'il a été, disons, promu au poste maintenant. Contrairement au jeu de couloir qui se faisait, c'est une élection qu'il a positionné à ce niveau. Donc, il a intérêt à dire le droit et rien que le droit. C'est vrai, les pressions, il ne doit pas en manquer. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes là, vous devez rendre une justice. La justice doit être, je pense, unique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doctrines et que le droit n'est pas une science exacte comme les mathématiques où on dit 1 plus 1 et on sait d'avance que ça fait 2. On vous dira que c'est une question de doctrine, c'est une question d'école. Mais il y a quand même le bon sens. Il y a le minimum sur lequel les gens doivent s'accorder et non osciller comme un vent qui souffle et on n'arrive plus à connaître, à reconnaître même les praticiens du droit. Donc je pense que le désormais nouveau procureur général de la CPI, même si c'est en juin prochain qu'il va prendre le contrôle de la CPI, il a du pain sur la planche. Il doit savoir qu'effectivement, lorsqu'on vous place là, vous devez dire le droit et rien que le droit. Elle lui dit à ce poste, elle parle à Karim Kane, Adrien, à ce poste, quoi que vous fassiez, on vous reprochera de le faire pour des raisons politiques. Justement. La pression politique est présente. Ah oui, plus qu'à jamais, parce que, Jacques l'a évoqué tantôt, les pressions ne manqueront pas. Mais normalement, c'est lorsqu'il y a les pressions que les juges doivent demeurer droits dans leurs bottes. Quelles que soient les pressions, vous devez droit. Mais quitte à déposer le tablier. Et là, vous gagnerez en crédibilité et en dignité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, sinon, en ne demeurant pas ferme et droit dans vos bottes,
cédant à toutes les pressions, mais vous ne vous appartenez plus. Vous êtes tiraillés, vous êtes écartelés, de sorte que les décisions que vous aurez à rendre seront forcément des décisions intéressées. Et là, ce ne sont pas ceux-là qui ont mis pression, qui ont exercé les pressions sur vous, qu'on va tout de suite. C'est vous qui êtes étiqueté. C'est à vous qu'on colle les étiquettes de juges vendus, de juges corrompus, de juges méconnaissables, de juges qui, dans les facultés, dans les amphis, dans les universités, mais viennent faire et dire les contraires de ce qu'ils recommandaient, des choses qu'ils recommandaient dans les facultés, des entités. Ils deviennent subitement méconnaissables. On vous dira, mais quelle est la raison profonde? Mais non, intérêt, c'est le matériel. Ils n'ont pas fait. L'honneur, les espèces sonnantes et trébuchantes. Ils n'ont pas fait. Ah mais c'est la question qu'il faut se poser. Ah oui, en fait c'est tout. Sinon, nous ne voyons pas des universitaires, des professeurs, de grands avocats, nous dit-on, des agrégés, qui subitement à des postes donnés dans la vie, dans une vie d'hier, on les a connus. Autrement, il aura suffi qu'ils soient aux affaires ou qu'ils soient à des postes de responsabilité qui soient pratiquement méconnaissables. Elle demande... non, c'est plutôt Adrien qui demandait à la CPI de coller la paix à l'Afrique, hein, pour le paraphraser. Alors, l'Afrique ne donne pas raison à la CPI de lui faire ça. Exactement. À cause de la gestion des dirigeants africains. Quand vous comparez un peu avec ce qui se passe en Occident, il n'y a pas photo là. Et en termes d'exaction, en termes de détournement, en termes de corruption, on est champion et sur bien des plans. Et c'est vrai, on aurait souhaité que la CPI se saisisse de certains dossiers. Bon, d'aucuns auraient peut-être, je dis n'importe quoi, ou je touche du bois, que Donald Trump planche par exemple devant la CPI, ce serait un gros client, mais ce qu'on ne voit pas souvent. Et pourquoi? Vous aimeriez avoir ça? On aimerait avoir ça, oui, puisque c'est quand même au moins 130 États partis. Ça veut dire que c'est l'Afrique et le monde entier. Avec la CPI. Pourquoi non Les États-Unis disent non, je ne vais pas dans cette merde. Donc, ouais, pourquoi c'est forcément toujours l'Afrique. Maintenant, le problème, ce sont vous donnez l'occasion en réalité, non? Ce sont aussi les dirigeants qui doivent, désormais, s'ils ne veulent pas rester là-bas, qui doivent bien gérer. Maintenant, par rapport à Bensouda même, je pense qu'elle a essuyé beaucoup de critiques. Suffisamment, y compris même moi-même à des moments donnés, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a à chercher la petite bête, alors que parfois on dit que Gbagbo, je serai libre, mais elle est là, elle trouve toujours quelque chose, elle ramène le dossier. Donc, elle a essuyé beaucoup de pression, on dit qu'elle est amie à Ouattara. Critiques. On dit qu'elle est amie à Ouattara, ou bien que c'est la France qui ne veut pas qu'on libère Gbagbo, parce que, bon, on veut que Ouattara finisse ses 2 ou 3 mandats. Donc, il y a tellement de pression que si, en tant que femme, elle ne se contrôlait pas, si elle n'avait pas le contrôle d'elle-même, elle pouvait céder. Et je pense qu'elle a tenu bon. Et même si, bon, tout n'est pas rose à 100%, ce sont de bons conseils qu'elle donne à son successeur. Je pense qu'au-delà de tout, c'est l'Afrique qui a quand même gagné, parce que vous avez vu, c'était un Argentin, une Africaine maintenant, un Britannique. On se demande quand est-ce qu'un Africain ou une Africaine viendra encore à ce poste. Donc bon vent à elle, et elle a fait son temps. A-t-elle réussi sa mission, Adrien? Oh, bon, vous voyez, j'ai la faiblesse de vous donner la réponse suivante. Quand même, et l'autre le disait tantôt, il faut quand même reconnaître son self-control. Ouais. Parce que, en fait, les pressions, lorsqu'il s'agit d'une femme ou des femmes à des postes de responsabilité, les dirigeants croient forcément exercer les pressions et avoir tout de suite gain de cause. Mais parfois, elles tiennent bon. Ces dirigeants rencontrent des têtes fêlées, mais je crois savoir qu'elle a beaucoup vu, beaucoup entendu, et beaucoup reçu de pression
si bien qu'elle est assez édifiée. Et je dirais, vous me demandez d'apprécier, quand même, elle n'a pas démérité. Elle a fait du bon boulot. Elle n'a pas démérité. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, même si sur le continent, il y a d'autres chefs d'État qui continuent de La charger. de la défier même. Je parle du Soudanais, Béchi, qu'elle n'a pas pu avoir comme client depuis. Donc, il y a quand même des taches noires dans son passage à la CPI. Mais au-delà de tout, c'est une femme qui a tenu par rapport à sa rigueur. Je pense qu'elle n'a pas failli. Ouais. Vous avez de braves femmes en Afrique, c'est ça? Ah oui, nous en avons. Il y a d'autres modèles de cette Gambienne-là, vivement, qu'aux filles. Vous avez vu à l'OMC déjà, hein, c'est une autre là qui est en train d'être révélée. À l'OMC, il y en aura encore d'autres. L'essentiel est qu'au niveau du continent, nos dirigeants se ravisent par rapport à la promotion de la gente féminine à certains postes. À certains postes UP au plan international. Ils ne font pas assez. Ils ne le font pas assez. Ils ne font pas assez. Et qu'on sache que les choses changent et bougent désormais. Ce n'est plus la gestion des années 60, 80, 90, non. Il faut maintenant qu'on passe véritablement, ou bien qu'on s'aligne sur le développement à l'international. Et nous passons au Tchad avec Kebzabo, qui se désolidarise de l'Alliance Victoire. Il dit ceci: je serai candidat aux prochaines élections. Jacques, son fair play était donc de façade? Ça me fait marrer. Allez-y, riez franchement. Ouais. Puisque c'est Kebzabo qui vous donne l'occasion. Il y a juste quelques jours qu'on appréciait cette solidarité ou ce sursaut au niveau de l'opposition tchadienne, d'avoir propulsé un seul candidat. L'opposition tchadienne qui proposait juste un candidat unique. Un candidat unique. Ah oui, ça veut dire qu'on a réussi à faire taire les divergences et on applaudissait ça. Mais notre joie n'aura été que de courte durée, malheureusement. Oui, et on l'a dit aussi ici, c'était déjà une lourde responsabilité qu'on avait confiée au candidat unique là, parce que forcément, il y a des gens qui s'attendaient à être là, puisque c'est une question de leadership. Kebzabo, dont on parle, il estime certainement que celui qui était le candidat unique, il est plus jeune, 54 ans. Et lui, c'est une affaire d'âge. Il a 73 ans. Il a réussi à affronter déjà 4 fois le maréchal Idriss Déby, qu'on le laisse toujours là. à la maison. Ah oui, mais... Sans accéder au palais. Peut-être que c'est une question, il va se dire qu'il est le plus expérimenté. Et l'autre chose, nous ne l'oublions pas, c'est une question aussi d'intérêt. Qui vous dit que Kebzabo n'a pas d'autres visées derrière la tête. Donc, moi, je pense que peut-être que d'ici la fin, je pense que ça doit être le 27 février, certainement qu'il y aura d'autres déclarations de candidature encore au niveau de l'opposition, parce que c'est quand même une quinzaine de formations politiques. Parce que le pouvoir en place n'a pas intérêt que l'opposition s'entende, et c'est toujours le cas au niveau de toutes les oppositions pratiquement sur le continent. C'est comme ça marche. On ne veut pas que les gens s'unissent, parce que s'ils s'unissent, imaginez que ces leaders de l'opposition descendent chacun dans sa région, haranguent la foule, mobilisent la foule. Mais c'est risqué pour le maréchal qui est au pouvoir depuis 90. Donc, il faut aussi forcément que lui-même il use de stratagèmes pour les diviser. Peut-être qu'il est derrière tout ça. Il est derrière. Il envoie Kebzabo en mission pour faire ça. Qui sait, à 73 ans, normalement, qu'est-ce qu'il a encore à aller chercher au pouvoir? Mais Kebzabo dit que cette opposition de Bongoro là est en fait la marionnette du pouvoir du maréchal. Voilà. Alors, il s'en désolidarise. Non, cette déclaration n'engage que lui, mais rien ne nous surprend. Comme le disait tantôt Jacques, nos oppositions en Afrique se ressemblent dans leur mode de fonctionnement, mais à des nuances près. Vous savez quand même que dans certains pays, il y a des oppositions qui s'animent
respectable, vous comprenez bien, et que c'est déjà en amont qu'on vicie les choses pour empêcher cette opposition de pouvoir se tirer d'affaire, vous comprenez bien. Donc, non, ça ne me surprend pas, le fait qu'il soit sorti des rangs pour se porter candidat. Et lorsque nous sommes conscients de ce qu'en Afrique également, il y a certains opposants qui se laissent aller à la manipulation, ils deviennent des pantins carrément, des marionnettes aux mains de certains dirigeants qui, non seulement les débauchent, mais leur donnent les moyens qu'il faut. Quelle est cette façon de faire la politique? Justement, expliquez-nous. Justement, c'est ubiesque, vous comprenez bien, qu'ils les débauchent, et puis leur font jouer des rôles qu'ils ne devraient pas jouer, et même tels des enfants. On le fait. Ils s'y adonnent à cœur joie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à eux-mêmes, de savoir se comporter et se tenir pour que l'autre facilement ne trouve pas des failles qui lui permettent de les phagocyter, d'abord dans un premier temps, maintenant d'en acheter, d'en débaucher, et une espèce sonnante et trébuchante, moyennant, et puis vous faites jouer des rôles, vous comprenez bien. Donc voilà le sort qui est celui de l'opposition en Afrique. Bon, c'est vrai que certains, il faut dédouaner certains qui quand même s'organisent tant bien que mal, vaille que vaille, mais toujours est-il que dans chaque pays, cela dépend des stratégies ou des stratagèmes dont usent les dirigeants pour véritablement les piéger. Que devient la parole dans ce cas-là? Il a parlé, c'est quand même lui. Il revient sur 2 heures après, c'est tout. La parole en politique, on s'en fout. On vous dira qu'on s'en fout. Ils croient, ceux qui veulent y croire. Donc l'acteur politique, lui, il le dit peut-être pour votre plaisir. Et si ça peut vous intéresser, si ça peut vous amener à voter pour sa liste, là, ça fait votre problème. Après, l'instant d'après, il peut remettre en cause tout ça. Bon, moi, je n'exclus pas que Maître Bongoro soit peut-être le candidat du pouvoir. Je ne l'exclus pas. Parce que, au-delà de tout, vous voyez, c'est un huissier de justice. Et si vous voyez comment ça se passe ailleurs, peut-être que s'il ne cédait pas, ce sont des redressements fiscaux, il n'aura plus de marché, donc il est obligé de faire le jeu du pouvoir. Il devrait y penser, non? D'aborer un habit ou l'étoffe de l'opposant, mais derrière, c'est que c'est le candidat de la mouvance, mais qui va à la quête des voix des pauvres populations qui croient en lui. Donc voilà le mode opératoire, et ça marche à certains. Peut-être qu'au terme de l'élection... Vous êtes arrivé à faire la politique comme ça en Afrique? Bien sûr, mais même Kebzabo aussi, il a quand même flirté avec le pouvoir Déby pendant longtemps, avant de démissionner. Donc, qui nous dit aussi que lui-même n'est pas le candidat du pouvoir. Point d'interrogation. Donc, encore que dans les prochains jours, je ne sais pas si d'autres ne vont pas sortir de cette même opposition et aller déposer leur dossier. Certaines langues, je ne sais pas si elles sont mauvaises, disent que c'est parce que Kebzabo veut bien garder les privilèges de chef de file de l'opposition. Oh non, pas forcément. Et l'autre, il y a des avantages, il parle. Je prends à mon compte le dernier plan de développement fait par Jacques Passion d'Afrique. Vous savez que lorsque vous êtes homme d'affaires ou avocat, ou vous êtes dans les affaires, dans le business, et vous ne savez pas faire, il y a le fisc qui est là, qui vous rattrape tout de suite. Vous êtes pressuré, vous êtes essoré, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous comprenez bien que l'autre veuille se ménager également une porte de sortie pour ne pas avoir maille à partie avec un pouvoir, demeurer tout puissant. Parce que comme l'avons dit, c'est le 11 avril au Tchad, l'élection présidentielle. Mais vous passez le mot, la date, on va dire. Bon, sauf cataclysme ou revirement des situations, quand même, formalité. Le maréchal a les fortes chances d'être élu avec brio. Maintenant, nous attendons d'en savoir davantage par rapport au pourcentage. Vous comprenez bien, mais c'est triste et regrettable. L'ambassade des États-Unis, on reste au Tchad, Adrien. L'ambassade des États-Unis dans ce pays demande aux Tchadiens Sucre Masra de quitter ses installations avec l'assurance du pouvoir Déby de le ménager. Déby va le faire?
laisser sortir Masraï en toute quiétude? Nous attendons de voir. Là également, bon, est-ce une pression le maréchal de N'Djamena, pratiquement, n'a plus rien à gagner, rien à perdre. Il pourrait, comme l'autre en Guinée, botter en touche. Il pourrait botter en touche. Sera selon son humeur. Oui, sera selon son humeur. Parce qu'il y a des chefs comme ça. Parce que, bon, mais attention, lorsqu'il verra que quelque part sera prêt lui coûter son fauteuil, attention, il n'hésitera pas à abdiquer par rapport à certaines options qu'il s'apprêterait ou qu'il souhaiterait prendre. Mais nous patientons de voir la suite. Que d'anciens ministres se retournent contre l'autre président jusqu'aux urnes, ça vous dit quoi, Jean et Jacques? Que d'anciens ministres se retournent contre le président, le patron d'hier, comme oui. Kebzabo. Oui, je pense que d'abord ils ont le droit d'avoir leur position. Et puis, cela peut s'expliquer par le fait que vous avez été au pouvoir, vous avez pris part à la gestion du pays et que vous avez vu certainement le fonctionnement du président en question. Et il y a des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Certainement que vous estimez que si vous prenez le fauteuil, vous allez faire les choses autrement. Bon, c'est humain, hein. Moi, je n'ai rien contre. On peut aller affronter son ancien patron. Ça se passe chez Nguesso, hein? Il y a beaucoup d'anciens, ces anciens ministres qui disent aujourd'hui, je veux bien te contrer, te foutre dehors. Oui, mais ils ne convainquent pas. Ils ne convainquent pas. Mais dans d'autres pays africains également, ce sont les scènes auxquelles nous assistons de temps à autre. Mais la plupart du temps, ceux-là qui, ministre hier, aujourd'hui, se retrouvent de la Je ne suis pas d'accord avec ta gestion. Je peux ne pas être d'accord avec le combat. Ouais. Non, attention. Il faut savoir donner un sens au combat après avoir quitté celui-là dont a été le ministre, en fait. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans ce combat? C'est ça qui doit pouvoir convaincre les compatriotes qui te voient non seulement comme celui-là qui retourne sa veste, à toi de pouvoir les convaincre pour qu'ils puissent véritablement te faire confiance. Peut-être parti parce que fâché. Vous le savez toujours. Parti fâché, souvent, ne suffit pas, en fait, pour convaincre véritablement. Alors vous apportez de l'amour. Non, il ne faudrait pas partir fâché. Il faudrait partir parce que certains principes sacro-saints ont été violés. Oui. Par exemple, le principe selon lequel c'est la dictature qui s'est instaurée au Congo-Brazza. Attention, et que vous n'avez pas été auteur, complice ou co-auteur de cette dictature qui a même coûté la vie à ceux-là qui, hier dans l'opposition, dénonçaient déjà les dérives de celui-là avec qui vous étiez vous autres, jouissant, et aux frères de la princesse. Vous comprenez bien. Donc c'est ça qu'il s'agit. Il faut faire le discernement pour véritablement convaincre le reste des concitoyens après avoir quitté celui-là que vous prétendez combattre aujourd'hui. Et nous sommes maintenant aux États-Unis avec Joe Biden. Il parle, c'est pour vous, Jacques. Ce triste chapitre de notre histoire nous rappelle combien la démocratie est fragile, qu'elle doit toujours être défendue, que nous devons être vigilants. Il parle du procès en décision de NATO. Absolument, et nous l'avons dit et tout le monde a vu ce qu'a été le passage de Trump, du président Trump à la tête des États-Unis. Grande démocratie qu'on vend dans le monde, il a vraiment éprouvé. Et ce que dit le président Biden, je pense qu'il a dit vrai. La démocratie, on ne le dira jamais assez. Avec la situation que les États-Unis ont vécue, je pense que on comprend désormais que c'est une quête perpétuelle. Il y a ces chefs d'État qui viennent éprouver tout le système mis en place. Et c'est pour cela qu'il faut toujours travailler à être en phase avec ce que la déclaration de l'ancien président toujours des États-Unis qui dit qu'il faut, face à ces genres d'actes, face à ces genres de velléités, des institutions fortes pour contrecarrer ces genres de velléités. Oui, la vigilance, parce que il faut veiller, il faut suivre des preuves. Si les États-Unis n'avaient pas
été vigilant, je pense que Trump serait encore au pouvoir. C'est parce qu'il y a eu la vigilance, c'est parce qu'il y a eu la veille qu'on en est arrivé là, qu'on a pu réussir cette alternance au pouvoir. Donc moi, je suis 100% d'accord avec le président Biden. Adrien, vieille démocratie, fragile démocratie, peut-on dire? Oui, vieille démocratie qui va se fragilisant. En cela que, justement, il faut saisir cette opportunité de ce que Trump a failli faire basculer les États-Unis d'Amérique pour renforcer le système, le dispositif. Et là, voilà, c'est en ces occasions qu'on peut réviser une constitution afin de mettre dedans. Non, c'est pas l'affaire d'humeur ou d'intérêt personnel égoïste, l'intérêt supérieur de la nation. En fait, c'est ça qu'il est question. Donc voilà l'occasion qui s'offre aux Américains afin de revoir, pour revoir du moins le système. En cela qu'il fait maintenant mettre certains verrous de sorte que plus jamais personne, quel qu'il soit, quelle que soit sa puissance, même si le président de la République en exercice ne cherche à faire ce que M. Trump a fait là. C'est pourquoi vous l'avez vu, il a été malmené par même des républicains au Sénat. Justement, c'est ceux-là qu'on appelle les patriotes. En fait, les patriotes. Pas des patriotes qui, à la moindre espèce sonante et trébuchante, ont tel point de vue aujourd'hui. Demain, on change de camp selon les intérêts et on vient défendre le contraire de ce qu'on a prôné et défendu hier. Merci à vous, Adrien. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, Jacques. Madame, monsieur, merci à vous. Nous nous retrouvons très vite pour un autre numéro. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.